Je pense que la France, aujourd'hui, n'est pas forcément les réflexes premiers que les acteurs en Amérique latine ont quand ils ont besoin de se développer à l'international. Et c'est une triste nouvelle. Moi, je pense qu'il faut aussi travailler. Moi, j'essaye de faire des mains et des pieds aux gens qui sont en charge de cette promotion pour dire on s'unit et on va chercher. C'est pas acquis, c'est jamais acquis. Une position qu'on a, la France longtemps été un acteur très important, mais c'est pas acquis. Les investissements en termes de communication qui étaient destinés à l'Europe, ils ont commencé à être pris pour aller les investir en Asie et dans d'autres pays, entre guillemets. Ça paye plus vite, ça va plus vite, on m'achète mes produits, on me pose pas autant de questions. Du coup, l'Europe, dans l'imaginaire collectif, en Amérique latine, devient cette espèce de grosse machine difficile à aborder, où il faut remplir 150 000 formulaires. Ça ne correspond certainement pas à la réalité, mais c'est ce que les gens imaginent. Les points communs entre tout ce qu'on peut faire pour eux, c'est vraiment de les accompagner dans l'acquisition, dans la construction, dans le développement de nouveaux marchés. Cette volée des productions de contenu pour nos canaux, donc on a intégré le fait qu'il fallait non pas uniquement utiliser les sites internet du client, mais qu'on avait aussi sa page Facebook, sa page Instagram, sa page LinkedIn aujourd'hui. Voilà, donc on intègre ça et on produit des contenus qui s'ajustent en fait. Finalement, je produis mon communiqué de presse, je produis mon dossier de presse, je produis ma petite vidéo qui présente mon produit. Pourquoi pas? Enfin, qu'est-ce que ça change en termes de démarche que de faire des petites micro-vidéos qui vont me servir aussi pour les réseaux sociaux ou que de faire un article de blog que je vais publier sur les blogs de la marque. Pour moi, la démarche, intellectuellement, c'est exactement la même. On produit un contenu qui s'adapte à un format, etc. Donc, on est dans le domaine de l'influence. Donc, pour moi, de la même façon qu'on travaille avec des journalistes, en fait, on peut travailler avec des influenceurs, parce que finalement, le métier est le même. C'est je te propose quelque chose qui intéresse éventuellement ton audience et que toi, tu vas venir diffuser et je te mets à disposition des outils pour que tu y arrives. Donc, c'est ce qu'on fait. Dans cet épisode de Dynamic Talk, on va parler de relations médias, de communication à l'international et de développement de nouveaux services, comment attaquer de nouveaux marchés. Natalia Fernandez de l'agence LinkedIn International va nous partager sa vision de la communication pour des États, des institutions ou des entreprises qui communiquent en dehors de leur pays. On va voir ensemble aussi que le rayonnement de la France a évolué depuis 10-15 ans, lié à l'Europe, à la géopolitique, à l'évolution des différents marchés au niveau mondial. Un sujet passionnant et tellement important pour notre économie. Et avant de commencer, n'oubliez pas, mettez un like, un abonnement, 5 étoiles, je vous souhaite une très bonne écoute. Merci Natalia d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau podcast Dynamic Talk. Je suis ravi de t'avoir parmi nous pour ce nouvel épisode qui va être orienté relations RP, relations médias, enfin relations RP, relations presse, relations médias dans le domaine, on va dire, institutionnel, étatique, étranger. On va faire un petit peu une focus sur cette partie-là. Et spoiler alerte, comme d'habitude, je te connais très bien. On bosse pour LinkedIn International depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, je voulais te remercier puisque LinkedIn International, ça a été le premier client de Dynamic Touch. Et du coup, alors pour ça, je te suis vraiment reconnaissant. Et puis, on a fait beaucoup de projets ensemble, beaucoup de beaux projets. On a voyagé beaucoup en Allemagne. D'ailleurs, je trouve j'adore les Allemands, sont trop sympas, on mange trop bien en Allemagne. Et du coup, voilà, pour tout ça, je voulais te remercier. Et ça me fait très plaisir de t'avoir parce que je connais tes qualités professionnelles. Et du coup, je sais que ce que tu vas nous raconter, je pense que ça va intéresser plus d'un. Et j'espère que les gens vont apprendre des choses sur les relations presse orientées internationales. Et du coup, Natalia, est-ce que tu peux nous présenter LinkedIn International ? Bien sûr. D'abord, merci pour la proposition. C'est sympa de prendre du temps, de temps en temps, de se poser, de discuter, de regarder les passés, les présents, les futurs. Ouais, on ne fait pas assez. De faire les points. Voilà, on ne fait pas assez. Parce que, comme on dit toujours, il y a les cordonniers qui sont les pires chaussés. Et nous, on fait partie de ces gens dans le monde de la communication qui communiquent, qui donnent tout pour leurs clients, mais pas forcément pour eux. Donc, c'est très bien. Donc, moi, je m'appelle Natalia Fernandez. Je dirige l'agence LinkedIn International qui existe sur les marchés français depuis une dizaine d'années, qui est une agence
française basée à Paris, mais internationale, qui propose des services en fait à travers le monde, là où nos clients ont besoin de communiquer, et qui se présente comme une agence en fait qui aide ses clients à passer les frontières, à traverser les frontières de leur communication. Et quand on parle des frontières, et c'est là où c'est juste toute la nuance de ces côtés à la fois international mais aussi français, c'est que quand on parle des frontières, on parle des frontières du marché, c'est-à-dire un organisme qui s'adresse à un nouveau marché, un nouveau segment qui a besoin de se transformer, qui a une innovation qui n'est pas attendue. Du coup, il faut venir construire tout un discours des marques pour pouvoir la présenter, identifier quelles sont les parties prenantes qui vont être intéressées, etc. Ça peut être des frontières des langages, donc des langues, mais aussi des langages, des sous-sages culturels, etc. Donc, on va venir accompagner, du coup, cette transformation, cette adaptation qui est nécessaire de la communication lorsqu'on sort de son pays ou son marché d'origine. Et puis, troisièmement, du coup, une frontière qui est vraiment géographique, du coup, comme on a tendance à la connaître, pour, encore une fois, des clients qui ont besoin d'aller vers de nouveaux marchés, vers de nouveaux segments, ou venir, du coup, des clients étrangers, internationaux, qui ont besoin de venir en France et en Europe. Tu citais de l'Allemagne, mais voilà, l'Espagne aussi, les Royaumes-Unis. La Belgique, le Benelux, tous ces pays-là. Ok, et il y a aussi une partie, on va dire, communication grand compte chez Linka International aussi. Là, on a parlé plutôt spécifiquement international, mais je sais que tu as des clients vraiment grand compte aussi, du coup, pour lesquels vous faites des relations presse, relations médias. Oui, en fait, quand on regarde nos clients actuels et puis les clients qu'on a pu accompagner depuis 10 ans, enfin, les constats qu'on fait, c'est qu'ils sont tous un point commun, mais c'est ni leur taille, ni leur origine. C'est-à-dire qu'on accompagne des associations, on accompagne des acteurs publics, effectivement, institutionnels, des gouvernements, des offices de tourisme, des bureaux de promotion internationale des pays, etc. Et on accompagne également des organismes multilatéraux, donc des acteurs internationaux vraiment au sens propre, qui réunissent des acteurs, des décideurs, on va dire, des différents pays, des différentes origines, avec des buts communs. Et puis après, il va y avoir des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des PME, des petites startups qui démarrent et qui se lancent. Et en fait, les points communs entre tout ce qu'on peut faire pour eux, c'est vraiment de les accompagner dans l'acquisition, dans la construction, dans le développement de nouveaux marchés. Nouveaux marchés, donc, okay. Nouveaux marchés. Nouveaux produits. Encore une fois, innovation, je change de segment, j'ai besoin d'élargir ma clientèle, j'ai besoin de me faire connaître dans une nouvelle région, j'ai besoin de convaincre des nouveaux acteurs qui arrivent sur les marchés. Okay, c'est le challenge de Linka International. C'est ça, c'est vraiment aller chercher des nouveaux segments de marché. Et la référence que j'utilise souvent, c'est vraiment quand je m'appelle grosse marque, que je ne vais pas citer, que je fais des smartphones et que tout le monde attend le mois de septembre pour voir mon nouveau téléphone, entre guillemets. La démarche des communications, il y a une partie de créativité évidemment qui est très importante pour créer un effet surprise, etc. Mais ensuite, c'est vraiment de l'opérationnel mis en place, combien de panneaux publicitaires j'achète, où est-ce que je fais ma keynote, et comment je vais donner un effet wow à mon événement, etc. Et nous, du coup, c'est pas forcément notre segment, c'est complètement ce qu'on peut trouver dans l'extrême opposé, c'est non, personne m'attend. Non, personne ne sait ce que je fais. Mais j'ai quelque chose d'intéressant à proposer à un marché X, dans un pays X, dans un territoire X. Et du coup, nous, on va venir accompagner ça. Comment je construis un message pour dire qui tu veux toucher à la fin et comment je fais pour faire des chemins entre toi donc il y a peut-être une partie un peu plus stratégique chez Linka International que dans d'autres agences où ça va communiquer, on va dire, de manière récurrente pour un marché bien établi, ce genre de choses. Et j'aimerais que tu nous parles dans un premier temps de s'il y a des spécificités relations presse pour les gouvernements, en fait, pour les institutions et notamment les institutions internationales pour lesquelles vous travaillez. Tu peux les citer, je pense, dans l'Amérique du Sud. Tu as accompagné beaucoup d'institutions type CCI en Amérique du Sud, donc qui doivent développer leur marché en Europe, en France. Et est-ce que tu as vu donc des spécificités par rapport aux clients français, par rapport à d'autres types de clients? Est-ce qu'il y a des spécificités vraiment particulières pour traiter ces clients? Alors, dans la façon de traiter, moi j'ai envie de dire qu'on traite tous nos clients
exactement de la même façon, c'est-à-dire que ce qu'on propose, tu le sais très bien, c'est un accompagnement qui part d'abord de les stratégies, mais en fait, les spécificités qu'on peut trouver sur des grands acteurs, alors publics ou privés, mais qui sont bien positionnés dans leur pays d'origine, en fait, quand je suis ministre de l'économie au Chili ou ministre des Finances en Colombie, quand je parle, les gens m'écoutent. En général, quand j'ai des choses à dire, ça a un impact. Et quand j'ai à l'international, en fait, tous les défis, tous les travaux qu'on doit faire, c'est comment je fais pour que mon message puisse éveiller l'intérêt dans ces marchés où il y a le ministre, ça peut être le Chili, ça peut être la Colombie, comme ça peut être le Mexique, comme ça peut être, je ne sais rien, la Bulgarie. Ou, voilà. Donc, en gros, on est dans une concurrence qui n'est pas du tout la même. On n'est pas chez soi. Ouais. Donc, quand on n'est pas chez soi, on ne joue pas à domicile, donc ça change complètement de la donne. Et tout notre travail, justement, consiste déjà à accompagner ces acteurs pour qu'ils comprennent quels sont les potentiels qu'ils peuvent avoir en France, vraiment étudier les marchés, étudier ce qu'ils ont à dire, étudier à quel moment ça va être intéressant ou pas. Pour les publics qu'ils veulent dans l'actualité du pays sur lequel tu vas. Il faut gérer l'agenda politique aussi, parce que voilà, quand on est sur des sujets institutionnels qui touchent à la politique, il faut aussi prendre en considération la politique interne, en fait, dans les pays où on arrive. Et ça va jouer énormément sur les réponses qu'on va avoir. Donc voilà, c'est tout un tas de facteurs en fait, supplémentaires, on va dire, à prendre en compte versus un client qui joue local, qui est chez lui et qui est... Il y a plus de travail alors du coup quand même. Quand tu travailles pour des institutions étrangères, il y a quand même une part de stratégie, de timing qui est plus important qu'un client local. Disons que la démarche n'est pas la même. Ouais. Mais je dis, c'est pas comparable entre guillemets en termes de charge de travail, parce que c'est pas une question de ce qu'on a travaillé plus ou moins. Là, on doit faire des choses différentes. C'est vraiment là où ça se joue. Et la vraie valeur ajoutée en fait de notre travail consiste vraiment à expliquer à ces acteurs-là qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être entendus dans les marchés où ils vont arriver. Et là, c'est vraiment une grosse partie du travail. Moi, quand souvent, si on est sollicité par des acteurs français pour faire des actions de communication en France, ils savent qu'est-ce que c'est qu'une action de communication en France. Ils savent quels sont les médias, si on parle des relations presse, ils savent quels sont les médias qui les intéressent. Ils vont arriver, ils vont dire, moi, je m'arrêterai là, je m'arrêterai là, je m'arrêterai là. Quand on est avec un client international, il ne sait pas. Peut-être il connaît les Figaro, il connaît Le Monde, à part ça. Il ne sait pas qui sont les médias. Il sait pas. Pas facile, mais c'est vrai que les gens te laissent peut-être plus de latitude quand c'est des clients étrangers qui viennent pour ton expertise. Ils te font peut-être plus confiance. Pas forcément. Je pense que tous nos clients, heureusement, nous font confiance parce que sinon, on ne pourrait pas travailler. Moi, je pense que c'est la clé et la base de ce qu'on fait. C'est on construit des rapports de confiance, des relations de confiance. Bien sûr, mais des fois, il y a des demandes, tu sais, des clients bien particulières qui sont peut-être pas bien ciblés ou qui tiennent un peu d'une idée surfaite, en fait. Et nous, notre travail, c'est quand même de conseiller. Et des fois, certains clients peuvent un peu moins l'entendre, mais ou alors peut-être toi t'as pas du tout ce problème, t'as de la chance, tes clients ils t'écoutent, peut-être que tu... Moi je pense que c'est quelque chose qui est des deux côtés. Je pense que d'une part, ça fait 10 ans qu'on est sur les marchés, ça fait 10 ans qu'on fait ça, je pense qu'on est un acteur reconnu, en tout cas des instances qui arrivent en Europe et particulièrement en France. Donc entre guillemets, les personnes qui sont dans ces mini-segments, parce qu'il y a d'un côté les pays, les mondes intérieurs au pays, et puis il y a les gens qui sont en charge d'amener ces pays en Europe. Et là, on parle d'une niche, en fait, presque de marché. Et je pense que dans cette niche-là, les gens, ils nous connaissent et ils savent comment on travaille. Mais pour nous, c'est vraiment une condition pour pouvoir travailler correctement, d'être écouté. Parce que sinon, si on me dit, juste prendre un communiqué de presse et traduire, moi, je ne vois pas quelle est ma valeur ajoutée par rapport à un traducteur. Et un tout petit instant, juste avant d'aller plus loin, si vous avez déjà appris à travers ce contenu des choses, je vais vous demander juste de liker et de vous abonner. C'est une grosse aide pour la chaîne et c'est gratuit. Allez, je vous embête pas plus, on retourne au podcast. Et je pense que les clients, même si au début, et après c'est vraiment quelque chose qui se construit, peut-être que quand c'est une première collaboration, on a besoin de déployer plus d'efforts, d'expliquer plus de choses, d'être plus pédagogue. Et puis avec le temps, petit à petit, ces clients-là, ils comprennent, ils s'entendent, ils nous font confiance, ils nous laissent. Mais je pense que c'est vraiment une construction des relations relationnelles qu'on fait avec nos clients. Et finalement, si on ne fait pas ça, c'est-à-dire que pour moi, si on sacrifie les faits et qu'on accepte de faire quelque chose qu'un client nous demande, quand on est persuadé que ce n'est pas la bonne chose, je pense qu'en quelque sorte, on se tire une balle dans les pieds, parce que finalement, si ça ne marche pas, les clients, il va dire quoi ?
on m'a mal conseillé, donc on vend du conseil. Donc, au bout d'un moment... Tu as une certaine capacité de persuasion et comme tu dis, ton expérience... voilà. Voilà. Peut-être que tu es plutôt forte aussi sur ça, savoir bien expliquer, bien conseiller et le faire de manière, on va dire, intelligente. Et je me demandais là, en parlant, c'est vrai que nous, on peut avoir le souci des fois, quand il y a un directeur marketing, un directeur de communication qui va changer, ça va un peu changer dans le monde de l'entreprise, un petit peu les relations qu'on a, et il va peut-être vouloir après changer de prestataire, genre de choses. Toi qui bosses beaucoup avec des institutions, quand il y a des changements de gouvernement, est-ce qu'il y a un gros impact sur les institutions du pays, ou ça reste un petit peu le même quand il y a les mêmes, on va dire, les chefs de cabinet, comme nous en France, qui restent un petit peu les mêmes, malgré les changements, voilà, à la tête des ministères. Est-ce que toi, t'es impacté par ça ou pas vraiment? Non, bien sûr, on est impacté, puis moi je pense, en fait, ça change énormément d'un pays à l'autre. Il n'y a pas un pays où ça se ressemble à l'autre, il y a des pays dans lesquels... Ah oui, j'aurais pensé que c'est... tous les systèmes se ressemblaient un petit peu. Pas du tout. Non, pas du tout. Et puis après, il y a des sujets qui peuvent être plus sensibles que d'autres. Et puis après, il peut y avoir des changements plus ou moins radicaux en termes de gouvernement. Donc non, évidemment, ça nous impacte. Des types d'institutions même, c'est pas les mêmes. Il y a pas. Alors il y a une sorte de CCI pour tous les pays, ça c'est un petit peu... CCI. Enfin, moi je comparais plutôt à Business France. Ouais, Business France, ok. Voilà. Dans tous les pays, ça y a. Et après, pas dans tous les pays. Pas dans tous les pays, ouais. Non. Et puis des fois, c'est directement les ministères. Et encore une fois, des fois, c'est des privés qui s'organisent en association sectorielle, par exemple. Ou des régions peut-être aussi. Ou des régions. Ouais. Donc vraiment, c'est à chaque fois... Moi, tu vois, je pensais que c'était vraiment un petit peu commun, ce système-là, tous les pays. Non, c'est pas du tout commun. Et vraiment, les modes de fonctionnement internes de ces organismes-là, ça varie énormément. Ils n'ont pas tous les mêmes règles, ne serait-ce que pour faire des contrats à l'international. Tout le monde ne marche pas de la même façon. Même capacité de décision aussi. Peut-être il y a des conseils, peut-être il y a des pays alors, où ils sont beaucoup plus libres, les directeurs, j'imagine, ou... c'est vraiment pas une question d'être plus libre ou moins libre. Je pense que c'est dans les domaines d'action. Il y a des pays, par exemple, qui veulent maîtriser la communication. Et donc, tout est, les contrats et les travail est géré depuis les pays. Donc, nos interlocuteurs, c'est dans les pays que ça se passe. Et puis après, il y a d'autres où ils font confiance aux équipes locaux, où ils préfèrent que ça soit géré par les équipes locaux parce qu'il y aura plus de proximité. Donc, voilà. Après, il y en a qui... très différent, en fait. Il y en a, je dis, par exemple, c'est plusieurs ministères réunis dans un organisme, quand c'est public, ou des fois, c'est un ministère, un organisme. Donc, forcément, les décisions se prennent pas de la même façon. Il y a aussi la place, un sujet qui est très important, c'est la place que la France occupe dans l'importance qu'elle peut avoir, ou l'Europe en général, sur l'importance qu'elle peut avoir sur ces marchés-là. Donc, est-ce que c'est une priorité ou est-ce que c'est accessoire? Et ça va changer forcément les rapports et les façons de travailler, parce qu'on va mettre plus ou moins d'efforts, on va mettre plus ou moins de budget aussi, on va faire plus ou moins d'actions, parce que voilà, il faut si l'agriculture, si le tourisme, si c'est important ou pas. Et est-ce que tu as vu, toi, dans tes clients, une sorte de volonté de communiquer au niveau européen, ou c'est vraiment spécifique à chaque pays d'Europe en fonction de leur importance de marché? Pareil, ou est-ce que ça dépend aussi? Ça dépend. Et puis, il y en a qui s'attaquent pays par pays, et il y en a qui s'attaquent de façon large au marché. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce qui est complètement normal, c'est que quand on travaille sur plusieurs marchés, forcément, ça va avoir un impact sur le budget. Donc, des fois, il y a des décisions qui sont prises en disant je mets plus l'accent sur un tel ou tel pays parce que c'est prioritaire en fonction, encore une fois, des segments du marché, des marchés. Donc, on est plutôt bien lotis en France. Je pense avec toute la partie agriculture, tourisme, ce genre de choses. Est-ce qu'on est un marché que les pays veulent, on va dire, attaquer, veulent avoir, ou c'est à l'inverse, est-ce qu'ils veulent faire venir du business de France, ou ils veulent exporter leur business en France? Moi, je pense que... Parce que c'est un des gros marchés d'Europe. Je pense que c'est quelque chose... Je ne vais pas rentrer dans des sujets politiques parce que ce n'est pas l'objet de notre conversation aujourd'hui, mais je pense qu'en réalité, la France, il faut aussi qu'on fasse un travail dans l'autre sens pour travailler l'attractivité de la France, pour travailler l'attractivité de l'Europe, parce que malheureusement,
en Amérique latine, on perd du terrain. On perd du terrain face à... C'est ma perception, mon observation de ce que je vois sur les marchés, sur les demandes, sur ce que les gens disent là-bas aussi, l'opinion publique. Par rapport à l'Allemagne les références. Par rapport à... J'ai dit déjà la France, oui, par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Allemagne, en termes d'intérêt du marché pour eux. D'attractivité. Et puis, dans les sens inverses, dans un sens plus large, l'Europe. L'Europe au sens large, parce que maintenant il y a la SIC, il y a des acteurs qui sont très importants, et il y a le Moyen-Orient. L'Afrique. Et l'Afrique, alors il y a moins de rapports directs, on va dire. Enfin, ça existe évidemment, mais c'est moins évident. Puis Ça, je pense qu'on y reviendra quand on parlera de l'évolution, de ce que tu as pu voir à travers ces 10 ans. Mais en tout cas, non, je pense que la France, aujourd'hui, n'est pas forcément les réflexes premiers que les acteurs en Amérique latine ont quand ils ont besoin de se développer à l'international. Et c'est une triste nouvelle. Moi, je pense qu'il faut aussi travailler. Moi, j'essaye de faire des mains et des pieds aux gens qui sont justement en charge de cette promotion pour dire on s'unit et on va chercher. C'est pas acquis. C'est jamais acquis. Une position qu'on a, la France longtemps été un acteur très important, mais c'est pas acquis. Et si on travaille pas pour maintenir ça... sur le rayonnement de la France, c'est important de le maintenir. Voilà. Et malheureusement, France, Amérique latine, il n'y a pas forcément... il y a des gens qui font un travail extraordinaire, mais je pense vraiment qu'on a des moyens pour faire beaucoup encore plus. Mieux, Et là, c'est Natalia, la française, qui parle. C'est vrai. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu des différences entre l'Amérique du Sud et la France dans la manière de travailler. Moi qui ai travaillé pour l'INCA, donc j'ai certaines idées, je sais certaines choses, mais j'aimerais que toi tu nous donnes ton point de vue un petit peu sur les différences de travail qu'il peut y avoir entre l'Amérique du Sud et la France. Qu'est-ce qui change culturellement dans la manière de travailler ? Et moi, je pense alors... Disons, dans les corps des métiers, si on reste sur les domaines des relations presse, relations médias, il y a la première chose, c'est que les panoramas médias n'est pas du tout les mêmes. Entre les deux régions, on va dire, parce qu'en France, on peut trouver un panorama média qui est plus ou moins semblable à celui de l'Allemagne, même si c'est beaucoup plus décentralisé, ou celui de l'Espagne, même si les volumes des médias est moins important. Il y a zéro connexion entre les groupes médias France-Amérique latine. Il n'y a pas d'entité qui détiendrait des journaux. Les grands conglomérats médias sont à peu près les mêmes, on va dire, si on parle vraiment des gros groupes, mais en réalité, les tissus médiatiques n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que là où je vais avoir deux journaux nationaux vraiment importants, en France, je vais en avoir 15. Parce que je peux citer Le Monde, Le Figaro, et là je commence à parler en volume. J'aurais dû réviser mes chiffres avant de m'asseoir avec toi, mais les volumes et les fois 10 en termes de nombre de médias et en termes de nombre de journalistes. Donc quand on vient voir un client pour lui dire on va faire une campagne de relations presse, déjà il faut qu'il comprenne quel est le volume potentiel qu'on va avoir. Des fois ils se disent oui, on va avoir 1-2 interviews. Donc déjà, il faut comprendre... Il faut qu'il ait un peu plus de temps pour répondre aux interviews. Deuxième particularité, c'est les outils qu'on déploie. Donc, encore une fois, les usages ne sont pas les mêmes. Dans ces pays, on va dire en Amérique latine, si je suis le ministre, encore une fois, des finances de X pays, forcément, je fais une conférence de presse si j'ai une annonce à faire. Ici, est-ce que je vais vraiment faire une conférence de presse pour cette annonce-là ? Peut-être pas. Donc voilà, il faut vraiment ajuster les façons de faire et faire comprendre que les usages sont différents, que la façon de travailler est différente. Rédiger mon communiqué, ici, par exemple, on ne fait pas un communiqué en disant voilà, comme je suis génial, comme je suis beau, parce que c'est moi qui l'ai dit. On essaie d'apporter des preuves, on essaie d'apporter des informations, des supports, etc. Donc déjà, sur la construction des messages, la façon de travailler les outils de communication, etc., c'est assez différent. Le public français est un public qui se méfie, qui s'interroge, qui pose des questions, qui critique. Oui, ça va peut-être plus virulent dans les interactions, on va dire, des questions. C'est-à-dire que c'est autant de choses qu'il faut préparer, qu'il faut anticiper, qu'il faut savoir affronter. Après, c'est pas chercher la petite bête. Moi, je trouve ça, c'est la beauté. Oui, je sais, bien sûr. Non, mais ça, c'est vrai. C'est la démocratie. Moi, je crois, même s'il y a beaucoup de polémiques sur ce sujet aujourd'hui en France. Mais voilà, pour moi, c'est au contraire. Non, c'est tout à leur honneur. Et c'est
il faut que ça soit comme ça. Il faudrait que ça soit comme ça. C'est une spécificité française, je pense, même intrinsèquement, culturellement, par rapport à notre réputation à l'étranger. Je pense que après, ça déteint peut-être aussi dans le journalisme d'aller pousser, de chercher, d'aller chercher un petit peu ce qu'on cherche à cacher, voilà. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est hyper important ce travail-là. Et aussi point de vue culturel, parce que moi, je dois le dire, grâce à toi, j'ai beaucoup bossé avec l'Amérique du Sud et pour moi, c'est un plaisir de bosser avec les gens en Amérique du Sud. Franchement, humainement, moi je trouve que les gens sont très professionnels. Vraiment, il y a peu de touristes, franchement, dans les institutions. Tous les gens avec qui tu m'as fait bosser, c'est hyper pro, c'est hyper carré. Et aussi dans le management, j'ai l'impression que là-bas, vraiment, quand c'est bien, on le dit. C'est souvent que tu nous as fait parvenir comme ça des emails en disant voilà, la personne a dit que c'était top, tout ça. En fait, c'est des choses que moi j'ai l'impression qu'en France, dans le management, c'est moins courant en fait de féliciter ou voilà. Je sais pas si toi tu le ressens aussi ou tu le vois pas parce que je pense que je les vois plus. Je pense que je les vois plus parce que j'ai l'habitude de bouger dans les deux segments. Par contre, c'est vrai que les relations humaines qu'on peut construire dans le travail, c'est quand même différent. Au niveau professionnel, oui, évidemment, au niveau professionnel, c'est différent. C'est-à-dire qu'on peut plus facilement, les gens sont plus accessibles d'un point de vue pour tisser des relations au-delà d'échanges purement professionnels. Mais je pense que ça, c'est quelque chose aussi que tu arrives à faire en France, sauf que peut-être ça prend un peu plus de temps. Plus de temps, je suis d'accord. Mais aussi, il y a l'impression qu'il y a moins cette relation, on va dire, client-prestataire. Moi, j'ai l'impression quand même qu'en Amérique du Sud, dans les clients qu'on a eus, les gens sont quand même beaucoup plus à l'écoute. Ils sont, on va dire, beaucoup plus enclin à accepter des propositions. Je sais qu'on a proposé des choses en France ou en Europe qui ne seraient pas passées, des choses innovantes, des choses nouvelles. Et c'est souvent en fait avec l'Amérique du Sud où on a pu placer des nouvelles, nouvelles manières de communiquer, ce genre de choses. Ce que tu... Moi, c'est mon opinion. Est-ce que tu la partages moi, je ou pas pense vraiment? aussi, moi, je vois ce que tu veux dire et je pense que c'est une région où les choses vont très vite. Ça avance, c'est la particularité de toute façon des pays en développement, entre guillemets. Des fois, on sort des étapes, on va au-delà. On parlait ensemble, quand tu dis sauter des étapes, qu'il n'y a peut-être pas eu d'ordinateur, ils sont passés direct au smartphone. Il y a peut-être, comme ça, tu vois, on va dire inconsciemment, dans les gens, dans la culture, d'être plus rapide, comme ça s'est développé très fort, d'être plus de capacité d'adaptation, de changement, peut-être. Je pense, c'est un bon constat. Moi, je pense que les décisions, des fois, elles peuvent être prises plus rapidement. Et puis, les gens, ils savent s'adapter, ils savent changer. Et il y a une autre particularité aussi, les délais ne sont pas les mêmes, on ne travaille pas au même rythme, on va dire. Donc, forcément... Et il y a aussi un travail pour accorder ça, pour faire un raccord entre les délais Amérique latine et les délais européens, les délais français. Sont plus longs que tu vois. C'est plus court, ah oui. Plus court, je veux dire, des fois, peut-être les délais sont plus longs pour une prise de décision globale sur la mise en place d'une action, etc. Voilà, Par contre, une fois que c'est décidé, il faut souvent aller très vite. Donc voilà, ça c'est très challengeant parce que ça veut dire qu'il faut répondre à une demande des choses qu'en général on aurait fait en un mois, il faut le faire en une semaine. Donc voilà, des fois c'est aussi une particularité. Donc pareil, on sait jongler avec. Donc limite, des fois, on voit ça aussi dans le comportement de nos clients français et on dirait peut-être que c'est notre faute, en fait. D'accord, ou alors tu dis, qu'est-ce que c'est lent? À dire tout est possible, allez, il n'y a pas de problème, on va les faire, et puis on les fait finalement. Donc voilà. Donc des fois, ça doit être dur à gérer aussi pour toi, ça, ces changements entre les clients, de se dire qu'il y a un client, on va dire étranger, qui va être très speed dans l'exécution, en termes de production, et après c'est peut-être dur aussi pour toi sur d'autres clients, on va dire européens, français, de se dire oh là là, faut que j'aille plus doucement, il faut que je me réajuste, ou ça c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire? Non, moi je pense que quand tu travailles en agence, pour moi c'est la première question qui se pose, c'est cette capacité, est-ce que tu as ou pas, cette capacité à jongler, à passer d'un sujet à l'autre,
Nous, on n'est pas une agence spécialisée dans une thématique particulière. Donc, je peux avoir un coup de fil qui me demande les énergies renouvelables au Chili et les coups d'après, c'est le tourisme voilà, ou la création d'entreprises en Île-de-France. Donc, ça n'a rien à voir et on a justement, c'est une des compétences essentielles pour pouvoir travailler dans une agence, pouvoir switcher, pouvoir avoir les choses en tête et puis savoir où on en est par rapport à une multiplicité des clients. Ok. Moi je pense que c'est des capacités, parce que c'est vrai que moi je pense des fois je peux avoir un peu du mal à me dire il faut que je me calme parce qu'on a eu un client avant très speed, tout allait vite et des fois voilà il faut se réajuster aussi. C'est des choses, toi si tu arrives à le faire c'est vraiment bien parce que je trouve que c'est pas forcément... Peut-être que j'arrive pas à les faire mais je crois que j'arrive. Okay. Non mais c'est vraiment bien si tu arrives à le faire parce que moi je trouve que des fois ça peut être assez déroutant ou assez dur et du coup voilà c'est vrai que l'Amérique du Sud bah voilà c'est des gens aussi, je tiens à dire, les gens d'Amérique du Sud, c'est un peu comme l'Amérique du Nord, où les anglo-saxons, les gens s'expriment très bien. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Je pense qu'on s'améliore en France, mais on n'est pas encore aussi bon que les gens d'Amérique du Sud ou en Amérique du Nord ou les anglo-saxons. Et je pense que tu n'as peut-être pas dû faire beaucoup de média training pour les gens d'Amérique du Sud, peut-être moins que tes clients européens ou français, hein, je pense. Ouais, mais c'est pas... je pense qu'on fait moins de média training parce qu'on n'a pas l'opportunité, pas parce que ça soit pas nécessaire. Ok. Non, je pense que là, ça fait partie aussi des choses, tu sais, quand tu es sur les marchés Amérique latine et que tu arrives en Europe, peut-être la priorité, c'est pas dire on va former notre porte-parole et on va dégager un budget pour ça spécifiquement. L'urgence, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir tel projet. Donc, indirectement, on fait du media training parce qu'on prend toujours le temps de se poser avec les porte-paroles, de lui expliquer comment ça va se passer, de lui donner des techniques, de lui donner des choses. Mais c'est vrai que les formations media training qu'on peut faire en France, elles sont beaucoup plus posées. Mais parce qu'on est là, parce qu'on peut prendre 3 séances en un mois pour travailler un sujet, etc. Et je vous interromps un tout petit instant encore. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre travail. Et surtout, si vous voulez voir d'autres épisodes. Pour toute la partie grand compte, est-ce qu'il y a comme ça des choses qui sont pareilles aussi, qui ressemblent à la communication étatique, institutionnelle, ou carrément encore les grands comptes, c'est vraiment différent en fait, où il y a des spécificités qui sont les mêmes? Non, moi je pense ça, que tu vois, si non, moi je pense vraiment que les spécificités, c'est ce que je te disais, c'est sur la façon comment on va s'adresser à certains marchés. Et je pense que vraiment quand on enlève la taille n'a pas forcément un impact dans la façon comment on va construire un message, la taille de l'entreprise ou la taille ou le type d'institution privée ou publique. C'est vraiment, moi je pense que tout se joue, c'est quoi mes intérêts, c'est qui le public que je vais chercher. Et là, on sent vraiment qu'on a une opportunité pour venir faire des propositions qui est la même en fait. C'est des prismes qui changent, mais à la fin, le travail est le même. C'est comment j'ai été à construire un discours qui va te permettre de toucher X cible, qui va te permettre de conquérir X marché. Ok. Il n'y a pas une sorte de schéma industriel pour institution. Tu vois, moi je pensais que c'était quand même, tu vois, un petit peu segmenté comme ça. Mais a priori pas, ça reste vraiment la stratégie, vraiment comment atteindre les objectifs, comment déployer la communication, ça reste vraiment ça. Après, la différence, c'est vrai qu'il peut exister, c'est que quand on travaille avec des organismes publics, mais c'est pas parce que c'est des étrangers, ça peut être un organisme public français ou des organismes privés, quelle que soit leur taille, c'est qu'on a des enjeux dans les publics. Souvent, l'enjeu, c'est des enjeux d'image, des enjeux de mobilisation de l'opinion publique. Alors que dans les privés, finalement, ça sera le business qui va dire si oui ou non ça a valu le coup. Même si, nous, quand on fait des RP, on ne fait pas du business, on fait l'image. Mais à quoi ça sert Il y a une demande qui est plus de résultats, mais après de résultats en termes de retombées économiques. Alors nous, on ne s'engage jamais sur les retombées économiques parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Moi, ce que j'explique toujours. Mais il y a quand même une sorte de sentiment comme ça où ils vont faire plus attention à ce que ça sera généré pour eux. Moi, je pense que ce n'est pas sur ce qui est généré parce que dans tous les cas, on a besoin d'avoir des retombées
médiatiques, des retombées en communication et de pouvoir mesurer qu'est-ce que ça vaut en fait, quels sont les retours sur l'investissement qu'on a fait. Donc ça, c'est identique, quels que soient les segments. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'est-ce qui va guider mon stratégie de communication. Qu'est-ce qui va faire que je choisis de communiquer ou pas sur un tel ou tel sujet. Et là, dans le privé, évidemment, ça va correspondre à un besoin de développement commercial à la fin. Au bout du compte, ce que je veux, c'est que mon entreprise soit connue parce que j'ai besoin de vendre des produits, parce que j'ai besoin de nouer des partenariats commerciaux. Alors que quand je suis dans une logique publique, ça ne se concrétise pas. Il faut que je convainque, il faut que je sois crédible. Donner une information. Mais c'est pour avoir à la fin peut-être la sympathie du public, pour avoir un intérêt d'un public que je veux toucher, mais ça ne va pas se traduire directement par une retombée commerciale. Ce qui fait que forcément les processus de prise de décision vont changer, parce que je ne vais pas décider de la même façon quand j'ai un chiffre d'affaires à tenir que quand j'ai uniquement un objectif d'image à tenir. De notoriété. Mais dans les deux cas, évidemment, qu'on ne met pas en place une campagne pour avoir zéro retombée. Il faut avoir des retombées, il faut pouvoir justifier qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, dans quel but, etc. Évidemment. Ok. Et qu'est-ce que tu vois, toi, maintenant, de l'évolution des relations presse, relations médias depuis 10 ans? On en parlait un petit peu tout à l'heure. Est-ce que là, on a identifié que peut-être le rayonnement de la France a diminué? Toi, tu trouves, depuis 10 ans, dans l'esprit des gens, peut-être qu'avant, les gens voulaient, c'était une sorte, pas de trophée, mais quand même, la France, c'était un petit peu la porte d'entrée vers l'Europe. Le rayonnement français était peut-être plus fort ou pas? Je pense que sur la question du rayonnement de la France et de l'attractivité, je pense que l'Europe en général, parce que souvent en Amérique latine, malheureusement, mais les gens ils pensent à l'Europe, c'est une espèce de grosse masse. Comme nous, on est en train de parler de l'Amérique latine comme si c'était une grosse masse, alors que chaque pays a son spécificité. Et ça ne marche pas pareil d'un pays à l'autre. Mais on va dire dans l'imaginaire collectif, l'Europe, c'était un point incontournable. Et en 10 ans, on a vu l'émergence des acteurs asiatiques, on a eu l'émergence d'acteurs du Moyen-Orient, qui sont arrivés sur ces marchés Amérique latine, qui ont pris des parts à la fois sur le tourisme, sur les exportations, sur les investissements étrangers. Et du coup, forcément, on va dire la part du marché, même si en volume, ça reste la même chose, la part de l'Europe, elle s'est réduite. Et moi, c'est quelque chose sur laquelle j'essaye de me battre, mais moi, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on a beaucoup à apporter, dans le sens mutuel, parce que l'Amérique latine aussi a beaucoup à apporter à l'Europe. Et il faut qu'on travaille sur le renforcement de ces liens. Et moi, je pense que j'ai dit cette phrase au moins une fois par jour depuis 5 ans à quelqu'un que je croise dans ma vie. Donc, c'est quoi cette phrase que c'est pour renforcer les liens? Il faut qu'on fasse quelque chose pour renforcer les liens. Et il y a un petit monde Amérique latine en France où on est là et on a les mêmes constats et on sait la même chose. Donc ça, pour moi, il y a quelque chose à faire. Moi, je pense que les priorités stratégiques de la France en termes politiques, il y a énormément des changements géopolitiques en ce moment, donc ça fait qu'on oriente les ressources vers telle ou telle région, mais moi je pense qu'il ne faut pas laisser de côté l'Amérique latine. Surtout qu'avec peut-être l'Asie, surtout la Chine, avec on va dire sa politique qui est plus pas de renfermement, mais comment dire, tu sais, qui se replie sur elle-même. Peut-être ça, c'est des opportunités finalement pour l'Europe à aller prendre, parce que en fait, on voit que maintenant, c'est pas de nouveau la guerre froide, on va pas stéréotyper, mais il y a quand même comme ça des replis qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, où c'était quand même, moi j'ai l'impression il y a 10 ans, c'était quand même beaucoup plus ouvert. Dans ma tête, je me disais, le business, là, on peut aller partout, faire ce qu'on veut. Là, maintenant, on voit que, on va dire, quand on va vers l'Est, c'est un peu plus fermé qu'avant. Le Moyen-Orient se développe fort. Mais du coup, voilà, l'Afrique aussi, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui investissent en Afrique. On voit que le rayonnement de la France en Afrique diminue. Donc, il y a peut-être quelque chose, c'est vrai, comme tu dis, à faire, de renforcer comme ça les relations avec l'Amérique du Sud. Ouais, non, moi je pense que le monde, si tu prends la carte du monde aujourd'hui, malheureusement, il y a des conflits, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais la réalité, en tout cas, en Amérique latine, est qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés en 10 ans, qui n'étaient pas là il y a 15 ans. Peut-être ils étaient un petit peu, mais très discrets.
Et là, ils sont arrivés en force, effectivement. Tu as vu la différence du Moyen-Orient, de la Chine, qui investit en Amérique du Sud. Évidemment, et puis dans une logique qui est tout à fait louable, parce qu'on ne peut pas reprocher ça, mais je te prends les cas des exportateurs des fruits Amérique latine, et qui trouvent un marché en Asie qui leur prend des volumes incroyables et avec des conditions aussi, peut-être qu'il y a moins de normes, peut-être que c'est plus rapide, moins de réglementation, bio, mieux accueilli aussi, parce que des fois finalement l'hospitalité française où ça peut jouer aussi, enfin il y a peut-être comme ça des choses à travailler aussi. Je dis pas qu'il faut aller acheter, qu'il faut que la France ait acheté tous les fruits d'Amérique latine. Moi j'ai bien compris ton propos. Je suis pour la consommation locale et des saisons. J'avais pas forcément pensé, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même eu une évolution en 10 ans quand même, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut travailler, je pense, tout le temps, parce que dès que tu arrêtes de le travailler, ça, le rayonnement de ton pays, enfin, c'est vraiment un gros boulot, il faut investir, j'imagine ça coûte très cher, mais in fine je pense que c'est quelque chose qui rapporte, mais c'est vrai que c'est difficilement palpable, je pense aussi, les retours sur investissement. Et puis c'est pour ça que je dis, c'est dans les deux sens, parce que du coup ce qui s'est passé, la conséquence de tout ça, et avec Covid au milieu, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et la conséquence de tout ça, c'est que les investissements en termes de communication qui étaient destinés à l'Europe, ils ont commencé à être pris pour aller les investir en Asie et dans d'autres pays, entre guillemets. Ça paye plus vite, ça va plus vite, on m'achète mes produits, on me pose pas autant de questions. En tout cas, on me pose des questions, je ne vais pas dire. Non, mais je te comprends. Mais voilà, c'est pas la même chose. Et du coup, l'Europe, dans l'imaginaire collectif, en Amérique latine, devient cette espèce de grosses machines difficiles à aborder, où il faut remplir 150 000 formulaires. Ça ne correspond certainement pas à la réalité, mais c'est ce que les gens imaginent. Et du coup, c'est là où il faut qu'on travaille. Et puis, évidemment, moi, je pense que le monde, aujourd'hui, a des défis incroyables. Enfin, on a tellement de choses à faire pour répondre à la question de sécurité alimentaire, réchauffement climatique. Enfin, c'est-à-dire, si on ne se met pas tous à travailler ensemble, dans le même sens, avec des valeurs qui nous semblent humainement cohérentes, je pense qu'on ne va pas y arriver. Et je pense que c'est là où l'Europe et l'Amérique latine ont quelque chose à faire ensemble. Il faut que l'institution soit vue comme une force et pas comme une machine comme ça, je pense, qui est complexe en fait. Et c'est vrai que c'est... Après moi je suis pro-européen, donc voilà, mais c'est vrai que je pense que c'est un travail à faire au niveau de l'Europe, de se dire c'est bien réglementé, mais dans l'inconscient, il faut montrer une image aussi que l'Europe est prête à se développer, qu'il y a des normes, c'est hyper important, mais c'est vrai que faire attention aussi aux messages qu'on véhicule. Et sinon, après ça, c'est plus là, on a profité un petit peu de ton expertise avec à l'international, de ce que tu as ressenti. Et toi, dans le domaine purement RP, quelle évolution tu as vu dans les relations presse, relations médias en 10 ans en fait? Ça m'intéresse de voir un petit peu ton changement. Alors l'évolution, la place des réseaux sociaux, c'est ça. Au début, moi je me rappelle, il y a peut-être 20 ans on va dire, ou allez, on va dire 17 pour pas qu'on calcule mon âge, mais on a vu l'arrivée des blogueurs, l'arrivée des réseaux sociaux, les blogueurs, etc. Là, ça a beaucoup diminué, je pense, les blogueurs. Ça n'existe plus. Enfin, c'est plus des youtubeurs maintenant. Enfin, il y a un shift un petit peu. C'est, en gros, moi, je me souviens du moment où on avait la presse, les médias établis, les journalistes avec une carte de presse, avec un code de déontologie, et puis des petits acteurs qui orbitaient. Et puis cette scène-là, elle a complètement basculé, et aujourd'hui, je ne sais pas dire si c'est 50-50, mais la place des influenceurs, la place de tous ces créateurs de contenu, ces nouveaux médias, est devenue tellement grosse par rapport aux médias, que je vais dire, avec des grosses guillemets, traditionnels. Voilà, moi, je pense que ça change complètement les paysages et les panoramas de ce qu'on fait en termes d'approche. Et ça n'a pas une plus grosse, on va dire, incidence pour toi qui fait de la communication étatique, en fait, où vous arrivez comme ça à trouver aussi, on va dire, un nouveau canal de diffusion à travers les réseaux sociaux pour les gouvernements, pour les institutions, même eux, ils doivent être sensibles à ça, non, maintenant. Toute cette partie-là, en fait, que tu vas dire qui n'est pas traditionnelle avec des guillemets, est-ce que c'est des choses maintenant où vraiment ils regardent, ils disent
qu'est-ce que tu vas nous faire sur ce domaine-là Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a plusieurs approches différentes quand on parle des réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux qui m'appartiennent. Donc, mes comptes, moi, en tant qu'annonceur, je veux dire un client qui a ses propres comptes, qui utilise ça comme un canal pour communiquer directement avec certains publics qui les suivent parce qu'ils sont intéressés par ce qu'il a à dire, entre guillemets. Donc là, entre guillemets, il y a, je dis beaucoup entre guillemets, mais là, il y a, on va dire, une question des canaux, des communications. Donc, comme je peux avoir un site internet, comme je peux avoir mon propre blog d'entreprise, je te parle vraiment de l'approche, de ce qu'on peut venir proposer comme réponse en tant qu'agence. Donc, OK, qu'est-ce que je dois faire? Je dois produire des contenus pour les diffuser via mes canaux qui me sont propres. Comme je peux avoir une lettre papier que j'envoie dans les boîtes aux lettres, ou comme je peux avoir un magazine d'entreprise. Tu diffuses. Donc, OK, j'ai quelque chose à dire, je définis un format. Linka, mon agence, va m'aider à définir ces formats et à produire ces contenus, et on va les diffuser et on maîtrise où est-ce qu'on les diffuse, on maîtrise quand est-ce qu'on les diffuse, on maîtrise qu'est-ce qu'on dit dedans, et puis voilà, c'est nos canaux qui, sur les réseaux sociaux, petite nuance, dépend quand même d'un algorithme qui va me pousser ou pas. Ou qui va me demander de payer ou pas. Donc, c'est un peu... C'est vrai que c'est beaucoup plus d'actualité maintenant. C'est vrai, le fait de devoir payer pour pousser le contenu avant qui n'était pas le cas, en fait. Si on revient il y a 8 ans en arrière, ce genre de choses où c'est vrai que, on va dire, le reach était le même, en fait. Et maintenant, c'est vrai que sur les comptes institutionnels, ça, je pense que ça se voit encore plus. Mais même sur les créateurs de contenu qui arrivent maintenant, c'est beaucoup plus dur qu'il y a certaines années. Ouais. Voilà. Non, mais exactement. Et après, je pense que tu voulais parler aussi de l'influence des autres comptes, parce qu'il y a ce que tu produis pour tes clients, que tu diffuses. C'est ce que j'allais dire, et pour répondre à ta question. Donc oui, évidemment qu'on a pris très vite, moi je pense avec toi, avec Dynamic Touch, en considération cette volée des productions de contenu pour nos canaux. Donc on a intégré le fait qu'il fallait non pas uniquement utiliser les sites internet du client, mais qu'on avait aussi sa page Facebook, sa page Instagram, sa page LinkedIn aujourd'hui. Voilà, donc on intègre ça et on produit des contenus qui s'ajustent. En fait, finalement, je produis mon communiqué de presse, je produis mon dossier de presse, je produis ma petite vidéo qui présente mon produit. Pourquoi pas? Enfin, qu'est-ce que ça change en termes de démarche que de faire des petites micro-vidéos qui vont me servir aussi pour les réseaux sociaux ou que de faire un article de blog que je vais publier sur les blogs de la marque. Pour moi, la démarche, intellectuellement, c'est exactement la même. On produit un contenu qui s'adapte à un format, etc. Donc ça, c'est la première volet de qu'est-ce qu'on peut faire et comment on intègre ces contenus. Il y a des multiplications quand même des supports, alors, par rapport à il y a 10 ans, en fait. Moi, je pense qu'il y a un changement, mais quand on regarde au fond, il n'y a pas de multiplication. Parce qu'on a remplacé les papiers par du digital. Mais avant, on avait quand même les papiers, on avait quand même les catalogues, on avait quand même les petites brochures qu'on imprimait. Il y avait donc finalement, aujourd'hui, on fait des QR codes. C'est la même chose. On a l'impression que c'est plus, mais en fait, peut-être en volume, c'était pareil. Mais sauf qu'avant, comme tu disais, il y avait plus de print. Plus de print qu'avant. Il y a plus de online maintenant. Avant, on avait un peu plus de offline, mais je pense qu'in fine, la démarche, pour toi, elle a nos capacités à la produire exactement la même. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième particularité par rapport toujours sur ce premier volet, c'est quand même que les réseaux sociaux et les smartphones ont offert aux personnes, à tout le monde, une opportunité, c'est de dire je peux créer mon propre contenu et je n'ai pas forcément de passer par une agence. Donc ça, c'est aussi une réalité à laquelle on a dû faire en espace de 10 ans un changement. Quand on a un client qui me dit « Non, mais c'est trop cher de faire un tel ou tel contenu. Pourquoi pour une vidéo d'une minute, tu vois, alors que je peux le faire moi-même. Et donc là, on a tout ce défi de pouvoir expliquer la qualité, l'utilité de faire ça de façon professionnelle, la différence, qu'est-ce qu'on obtient, qu'est-ce qu'on fait si on fait ça de façon stratégique, parce que finalement, c'est pareil. Enfin, moi, des fois, j'ai envie de dire, mais si tu fais tes propres flyers, ça revient au même. Tu crées ton site internet, évidemment. Après, si ça ne marche pas, il faut peut-être se poser la question de la qualité du contenu. Versus si tu prenais une agence, ça serait différent. Ou... C'est vrai que ça peut être frustrant si des gens viennent te dire bah moi je l'ai fait moi-même, ça n'a pas marché, il n'y a pas d'intérêt, mais il n'y avait peut-être pas l'expertise derrière. Mais ouais, voilà, c'est ça donc la grosse évolution quand même que tu vois. Toi, sur... Premier volet, c'est qu'est-ce qu'on nous demande de faire en termes de contenu, qu'est-ce qu'on peut proposer aux clients à faire en termes de contenu.
Deuxième volet, donc on est dans le domaine de l'influence. Donc pour moi, de la même façon qu'on travaille avec des journalistes, en fait, on peut travailler avec des influenceurs, parce que finalement, le métier est le même. C'est je te propose quelque chose qui intéresse éventuellement ton audience et que toi, tu vas venir diffuser et je te mets à disposition des outils pour que tu y arrives. Donc c'est ce qu'on fait traditionnellement quand on fait des relations presse. On appelle un journaliste, on sait qu'il travaille sur telle thématique, on lui propose une thématique, on lui fournit une interview, un contenu, des photos, tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse faire son travail qui est publier son article. Donc avec les producteurs de contenu, c'est exactement la même chose. On peut venir leur proposer, et ça marche. En fait, on arrive à avoir des vrais producteurs de contenu, des vrais influenceurs qui sont intéressés, qui ont un match en fait avec les thématiques de nos clients et on arrive à les mobiliser. Sauf que dans ce milieu-là aussi, en fait, il y a des tout et des rien et il y a des acteurs qui demandent uniquement à travailler sur des collaborations payantes. Il y a des acteurs qui ne sont pas transparents dans la façon comme ils gèrent leurs collaborations. C'est bien, il y a des initiatives maintenant qui se créent sur les marchés. On dit, bon, il faut mettre des codes en place, des démarches, des réglementations. Régulé, ça se régule petit à petit, mais en disant, enfin, je peux dire qu'on a vu les changements, effectivement, par rapport à il y a une partie qui s'est professionnalisée aussi. Dans tous ces créateurs de contenu, maintenant, finalement, je pense que t'en as qui sont carrément des médias à part entière, en fait. Et c'est vrai que ça joue aussi. Pour vous, je pense que c'est peut-être pas la même manière de les approcher, ou en fait, c'est pareil, finalement, maintenant non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, il y en a qui se sont professionnalisés, qui ont une façon de travailler, entre guillemets, qui est semblable, en fait, avec lesquels on peut travailler. Il y en a d'autres qui sont dans des démarches un peu moins claires, un peu moins transparentes, mais personne ne régule. Enfin, on essaye petit à petit de mettre en place des régulations, mais c'est pas encore complètement abouti, donc il y a tout un travail aussi qu'on essaye de faire, de jongler, d'intégrer tout ça dans les équations. C'est du coup un peu plus compliqué quand même, je pense, qu'il y a 10 ans où c'était... Là, il y a quand même, pareil, alors on dit que oui, en fait, il n'y a pas forcément peut-être plus de support, mais il y a quand même plus de personnes à qui vous devez vous adresser, qui sont un petit peu des personnes différentes que les médias traditionnels, entre guillemets, avant. Donc, ça peut créer aussi peut-être plus d'opportunités, finalement, aussi, d'avoir, on va dire, comme ça, des gens qui soient peut-être plus accessibles ou plus curieux, ou qui rentrent moins dans les cases, dans les codes. Non, moi je pense que ça ouvre des possibilités à faire de nouvelles choses. Et après, je pense que la difficulté qu'il y a là-dessus, c'est vraiment les codes. La façon comment on sait comment ça marche. Avec la presse, on sait comment ça marche, même si on voit aussi émerger des médias qui te disent tous mes contenus sont payants. Donc on dit, mais du coup, c'est pas un média. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ça, moi, j'étais très triste. On va pas citer de nom, mais j'avais un média que j'aimais beaucoup et c'est vrai que j'ai découvert que toute la newsletter, en fait, est payante, quoi. En fait, il n'y a pas un contenu de la newsletter qui est pas payant. Moi, je pensais bêtement qu'il y avait tout un travail derrière. Bon, en fait, non, moi, je peux, même si je veux, je peux être dans la newsletter. Voilà, il suffit de sortir avec un chèque. Et c'est vrai que des fois, alors maintenant, c'est un peu plus régulé, mais c'est vrai je pense qu'il y a des médias, ou alors aussi, je pense qu'il y en a qui ont baissé, mais c'est vrai que c'était un petit peu, c'était un peu gris, en fait, ça, le fait que ça soit pas vraiment expliquer ou mentionner, c'est vrai que... Ouais, c'est-à-dire qu'en toute honnêteté, il y a des catégories d'influenceurs, de producteurs de contenu qu'on arrive à identifier et on sait comment travailler avec eux. Et en fait, c'est vrai que ça demande de nouvelles opportunités, ça ouvre de nouvelles portes, de nouvelles opportunités parce que ça demande d'adapter, en fait. Les horaires sont pas les mêmes, la façon de travailler est pas la même, les choses qu'on doit leur mettre à disposition sont pas les mêmes. Si tu fais un event à 11h... pourront peut-être pas venir, peut-être qu'ils ont un boulot à côté. Exactement. Donc ça, c'est vrai qu'il faut y penser. Exactement. Donc ça rajoute des... Mais par contre, après, il y a toute une masse que pour moi... sur laquelle il faut être vigilant, il faut faire attention, de la même façon que les médias qui proposent uniquement de publier rédactionnel en déguisant ça en vrai contenu. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Et là, on n'est pas dans une logique agence qui veut vendre un produit à un client, parce qu'on pourrait dans l'absolu intégrer ça et dire bon, on s'en fout, ça coûte tant, on l'intègre et puis voilà. Sauf que moi, je pense que là où c'est délicat, c'est la transparence de ce qu'on offre en fait finalement au public, dans la démarche, dans ce qu'on fait, etc. Et là, je pense qu'il faut
J'imagine fait engagé, mais je pense que pour le bien-être de nos démocraties, il faut faire gaffe. Ouais, ça c'est vrai que c'est un autre débat. Je vois ce que tu veux dire. Il faut faire très attention à l'évolution, on va dire, de la presse et tout ce contenu, on va dire, qui est publié rédactionnel, contenu payant, sponsorisé, qui des fois n'est pas forcément expliqué. Et alors une petite question un peu bateau, hein, mais un petit peu classique dans le monde de la relation presse, mais est-ce qu'il vaut mieux faire un CP à 1000 contacts non qualifiés ou un CP, un communiqué de presse à 1000 contacts non qualifiés ou un communiqué de presse à 4 contacts très qualifiés? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, ouais. Non, parce que le principe d'un communiqué de presse, c'est de pouvoir diffuser de façon large une information. Donc, si j'ai 4 contacts qualifiés pour qui j'ai une information, en fait, je n'ai pas besoin de rédiger un communiqué de presse, je passe un coup de fil, on organise une interview, et puis l'affaire est pliée. Et donc, les principes même du communiqué de presse, c'est que j'ai une annonce à faire et je veux que ça soit diffusé de façon large. Par contre, si c'est pour envoyer à 1000 contacts non qualifiés, autant les mettre à la poubelle. Parce que si je te dis qu'il y a 60 000 contacts journalistes en France et que je arrose 1000 qui ne sont pas intéressés, quel est l'intérêt? Tu vois, donc je pense que ni l'un ni l'autre. Vraiment, la question c'est quel est mon objectif final, pas média. Et c'est vraiment un schéma qui s'est fait comme ça. OK, où est-ce que je veux aller? Je veux faire connaître tel produit, tel service, telle opportunité, tel pays, je veux les faire connaître de tel public. OK. Quels sont les canaux qui vont me permettre d'atteindre ces publics-là avec ces messages? Est-ce que c'est pas plus dur maintenant avec les mails? Parce que je me dis, je n'aimerais même pas ouvrir la boîte mail d'un journaliste. Ça doit faire peur. Ils doivent avoir 18 000 mails non lus. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des moyens maintenant un peu différents qu'avant? Comme tu disais, je ne vais pas forcément diffuser un CP à 1000 contacts, je vais appeler directement. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça aussi un petit peu une évolution de manière de contacter ou pas vraiment? Bah écoute, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'on essaye à chaque fois d'innover, d'échanger un peu, d'apporter de la nouveauté dans nos façons de faire. Mais malgré tout, les communiqués de presse restent l'outil préféré des journalistes. Et là, c'était les dernières études Cision, je crois, qui sortaient les chiffres. Les journalistes, et quand tu les appelles au téléphone, ils te disent « envoyez-moi un communiqué de presse ». Donc, c'est quand même un outil qui est incontournable, qui marche, etc. Après, la question, c'est qu'est-ce que j'ai à dire? Des fois, je vois des communiqués de presse tu dis « mais pourquoi tu as fait un communiqué de presse pour ça, en fait ?» Ça aussi, c'est ton conseil aussi que tu fais à travers tes clients. Peut-être ils vont avoir une certaine envie de communiquer sur quelque chose. Toi, tu vas leur dire attends, non, là, c'est pas assez solide, on va aborder d'un autre angle, d'une autre manière, ou d'un angle qui pourrait plus intéresser un certain type de presse que tu veux atteindre. C'est ça que vous faites, C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour toucher ces publics-là? En fait, ces médias-là qui, encore une fois, vont me permettre à la fin de toucher un tel public. C'est vraiment la communication, c'est marrant parce que des fois, les gens ne se rendent pas forcément compte. Mais si tu regardes, en fait, une stratégie de communication qui marche, c'est une stratégie de communication qui va tout droit d'un point A à un point B. À partir du moment où tu commences à faire des allers-retours pour arriver là, ça ne va pas marcher. Donc, pour moi, tu as un message, tu as un public. Si ce message, il correspond à ce public, ça va marcher. Va toucher, ça va toucher, évidemment. Après, tu le mets en forme, tu crées un événement si c'est pertinent, mais tu ne crées pas des événements à tout va. C'est vraiment au niveau de la stratégie, quoi. Où c'est vraiment... tout se passe au niveau des stratégies. C'est pas vraiment dans l'exécution, enfin il y a une petite part mais c'est vraiment minime. L'impact c'est vraiment la forme que tu mets autour de l'exécution. C'est aussi qu'est-ce que tes moyens te permettent de faire, parce qu'il faut savoir que dans l'exécution, des fois tu peux faire un événement à 1000 personnes et des fois tu peux pas. Donc quand tu peux pas faire un événement à 1000 personnes, quelles sont les alternatives? Ça ne veut pas dire que ton stratégie ne vaut rien. Ton stratégie reste la même. Il faut juste que tu adaptes la façon de la mettre en place. Ça doit être compliqué d'adapter aussi en fonction, c'est vrai, des budgets. Et je me demandais si on peut faire que des RP sur mesure, en fait, ou s'il y a un process, qu'on va dire, qui est générique à tous tes clients, où à chaque fois, en fait, il faut toujours vous poser, refaire la stratégie, l'analyse de marché, où il y a des choses comme ça qui peuvent être un petit peu, on va dire, industrialisées. Industrialisées. Alors, est-ce qu'on peut faire que des RP sur mesure? Je pense que non. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent. Moi, j'y arrive pas. Moi, j'arrive pas à ne pas faire des RP sur mesure, encore une fois, parce que si je n'ai pas les stratégies claires, je ne peux pas
aller la défendre. Okay. Peut-être contre... parce que Lenka aussi a un côté un peu plus communication, marketing, tu vois, dans ton agence qui est peut-être plus développé qu'une agence, on va dire, qui va diffuser que du communiqué de presse, qui va faire des relations médias pur et dur. Est-ce que c'est pas, toi, ça, la valeur ajoutée de Linka, en fait? C'est d'avoir cet aspect un peu plus, on va dire, marketing, communication, stratégie. Peut-être que c'est pour ça aussi que tu as créé Linka, parce que tu voulais pas faire que des relations presse, mais du conseil, ce genre de choses. Oui, et puis après, moi, je pense que dans les relations presse, il y a l'ingrédient conseil, et je pense qu'effectivement, je vois des acteurs dans les marchés qui font des choses, moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas prendre un communiqué de presse et le diffuser sans me poser la question avant sur les contenus. Je ne sais pas... On peut même parler un peu, je voulais la regarder, c'est tous les services low cost ou relations presse qui te garantissent du résultat aussi. Par exemple, ça, on en parlait une fois ensemble, il n'y a pas si longtemps que ça, où on reçoit des mails en disant je te garantis. On sait très bien, toi comme moi, que déjà tu ne peux pas garantir de résultats techniquement dans la relation presse, enfin, et du coup... non, moi je pense que c'est des techniques de prospection malhonnêtes, ça il faut le dire. Moi je pense que quand tu crosses, parce que... Toi, avait discuté. Appelé en plus par curiosité. Tu dis ça m'intéresse. C'était alors pour donner un peu le contexte, pour pas que les gens passent. C'est comme je suis associée d'une autre entreprise en parallèle de Linka et qu'on a reçu cette sollicitation, j'ai demandé aux collaborateurs de cette entreprise de contacter pour savoir quelle est l'offre, parce que ça, sur les papiers, ça a l'air intéressant. On me promet BFM, Les Figaro, Les Échos, garantie. Garantie. Et quand on crosse, en fait, la réponse, c'est dire « Non, mais on vous garantit qu'on va les contacter. Okay. » moi aussi, je vous garantis que je vais les contacter. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que c'est des techniques... Là où j'ai dit malhonnête, c'est parce que vraiment, ça parle aux gens qui n'ont pas l'habitude. Voilà. Et donc, on s'adresse à des gens qui ne connaissent pas les marchés en leur promettant des trucs que finalement... Ils vont se couvrir en disant « Mais je n'ai pas dit des mensonges. Il y avait une étoile qui disait... » J'ai contacté, Et c'est là où moi aussi j'ai eu envie de faire ce podcast Dynamic Talk, c'est pour essayer d'expliquer au maximum tous les métiers qui gravitent autour de la communication et pour essayer comme ça d'expliquer au maximum de gens ça peut être très bien de faire du contenu, on va dire sponsorisé, il n'y a rien contre, mais c'est important de savoir en fait si même toi quand tu reçois ce contenu, de savoir si c'est un contenu qui a été payant ou pas, ou c'est vrai que c'est hyper important de connaître ces différences-là. Et moi, je vois que tu fais du sur-mesure, donc ça, c'est plutôt bien, parce que je pense que c'est pour ça aussi on va venir voir une agence comme la tienne, c'est pour avoir une expertise, avoir vraiment quelque chose qui va être différent, en fait, que de la diffusion, on va dire, de communiqués de presse ou... Oui, tout à fait. Après, sur ta question, tu vois, tu parlais de la question, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut automatiser? Oui, moi je pense qu'on peut faire des sur-mesures et automatiser certaines tâches qui sont répétitives, qui prennent du temps et qui n'ont pas forcément une valeur ajoutée. Je pense aussi qu'aujourd'hui, avec des technologies, on a des moyens de voir, de mesurer l'impact de ce qu'on fait, de traquer les résultats d'une diffusion, justement, pour savoir, OK, est-ce qu'elle a marché, elle n'a pas marché, pouvoir établir des moyennes pour, justement... poser des questions, dire est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qui fait que quelque chose marche ou qui ne marche pas, etc. Donc je pense que ce n'est pas incompatible. Par contre, je pense que les côtés sur mesure, en tout cas pour Linka, c'est indissociable. Enfin, encore une fois, on s'adresse à des clients qui ont besoin de traverser une frontière, de conquérir un nouveau marché. Ils ne sont pas attendus et ils doivent y arriver. Donc, forcément, si on fait, entre guillemets, des réflexes de base, je rédige, je diffuse un communiqué, je pense que toute la clé pour que notre modèle marche réside justement dans cette analyse qu'on va faire du marché, comment on va l'aborder, qui sont les acteurs qui comptent, etc., pour pouvoir comprendre à qui on doit s'adresser et comment. Et tu n'as jamais voulu te spécialiser, c'est vrai, dans une niche, c'est-à-dire que tu bosses beaucoup avec l'Amérique du Sud, mais comme on a dit, tu bosses aussi avec des institutions gouvernementales françaises, tu bosses avec des associations, je sais que tu as travaillé avec des startups, ça c'est quelque chose qui t'enrichit toi, qui te nourrit peut-être. Pour tous les clients, en fait, tu découvres des nouvelles choses. C'est vrai que toi, c'est ça ton challenge, en fait, c'est d'aller
voilà, je crois que ça doit être dans le site internet, c'est découvrir des nouveaux marchés ou attaquer de nouveaux marchés. Ça, c'est vraiment toi, ton leitmotiv, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est encore une fois, et c'est quelque chose qu'on a découvert. Moi, tu te rappelles, l'Inca, ses origines, on a dit on va se concentrer sur les pays émergents. Ouais. Et c'était, encore une fois, il y a 10 ans, on parlait des BRICS, on parlait d'un nouveau ordre mondial qui allait s'établir, les Brésil et la Chine, et puis voilà, il y avait l'Afrique du Sud, voilà, on avait beaucoup de choses au niveau géopolitique, et il y avait un momentum, c'est vrai, en Amérique latine, et on a beaucoup travaillé aussi pour l'Afrique à ce moment-là, et parce qu'il y avait un engouement, il y avait de l'argent, tout simplement parce que les matières premières valaient cher à ce moment-là, donc c'était des pays, entre guillemets, ils savaient les moyens, et ils savaient l'envie, et ils voulaient aller à l'international, ils voulaient, en gros, il y avait un changement, exports, se diversifier, attirer des touristes, etc. Et on s'est lancé comme ça. On s'est lancé parce qu'on s'est dit, ces gens-là, on a quelque chose à leur proposer de différent par rapport à ce qui existe sur les marchés, et c'est justement cette compréhension, cette double culture, cette capacité à leur dire non, c'est pas une conférence de presse qu'il vous faut. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire en Allemagne, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire en France. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc tu vois, ça c'est vraiment la base, notre origine. Ensuite, on arrive dans une pépinière d'entreprise, la première pépinière privée, parce que c'est pareil, aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat, tout le monde entreprend, mais à l'époque, non, on était des espèces de trucs bizarres. Pourquoi vous avez entrepris? Tu sortais le mot pépinière, ça j'avoue que c'était compliqué. Hein. Voilà, exact. Et je vous interromps un tout petit instant pour vous dire, il y a plein de vidéos à venir et déjà diffusées. Ce contenu est fait pour vous faire découvrir et apprendre des choses que vous pouvez appliquer. Mais si vous souhaitez aller plus vite, ou vous sentez que vous n'arrivez pas à passer un palier dans votre business, ou vous ne voulez pas le faire vous-même, je vous invite à nous contacter pour profiter de notre expertise et de nos partenaires. Allez, de retour au podcast. Et comment, pour finir un peu, tu vois l'évolution, toi, des relations presse? Est-ce que tu vois encore plus de mélange entre les barrières, entre les médias traditionnels, les influenceurs, l'IA? Est-ce que aussi la géopolitique? Comment toi tu vois l'évolution un petit peu du métier? C'est pas une question facile. C'est pas une question facile. Moi, je pense, dans mes réflexions nocturnes, on va dire, parce que je pense que c'est un sujet qu'il faut étudier, mais je pense que ça va finir par se stabiliser et on va finir par trouver un rythme, en fait. Je pense que je considère, et sans vouloir être prétentieuse, je considère qu'on fait un métier qui est utile au passage de l'information, à la transmission de l'information. Et on ne fait pas les métiers des journalistes. Pour moi, les journalistes, ils font un travail extraordinaire qu'il faut préserver, qu'il faut protéger. À l'époque des réseaux sociaux, en plus, on pouvait entendre, je pense, les RP, c'est mort, ou il y avait des choses comme ça, où, tu vois, il y avait eu un moment où il y avait une sorte de rumeurs qui circulaient, où c'est vrai que c'est les métiers qui... Mais c'est comme maintenant, il y a des gens qui disent le journalisme est mort. Non, le journalisme n'est pas mort, il ne sera jamais mort, parce qu'on en a besoin. Et les jours que le journalisme sera mort, ça veut dire qu'on vit en dictature, et vraiment, je ne les souhaite pas. Vraiment, ça ne sera pas des jours glorieux pour l'humanité. Donc, non, je pense au contraire qu'on est effectivement... il y a beaucoup de nouvelles outils, c'est le développement technologique, et c'est normal, et c'est tant mieux, qui apporte tout un tas de trucs auxquels on n'a pas de réponse. Et puis, à un moment, on va trouver les réponses, parce que c'est ça, hein. Moi, je sais pas, j'ai ce côté positif peut-être trop... je sais pas... mais j'y crois aux capacités de l'humanité à se rétablir, à se reconstruire et à vivre avec son environnement. Donc je pense qu'au sens propre et au sens figuré, donc je pense qu'on va finir par trouver un équilibre, on va finir par comprendre ces différents jeux d'information. Je pense qu'on va finir par réguler aussi tous ces nouveaux secteurs qui arrivent, et ça va permettre finalement de donner une vision. Mais finalement, le travail d'RP, si tu regardes l'histoire des médias, en fait, c'est des choses qui ont toujours existé. Nous, notre travail consiste tout simplement à faciliter la communication. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, il y a quelqu'un qui peut être relais. Je sais pas, à une époque c'était les métiers qui allaient des villages en village pour donner des nouvelles, si tu veux. On n'a rien inventé, et c'est juste après une question des moyens, d'outils, des technologies, etc. qui fait que les choses changent, mais les principes c'est exactement les mêmes. C'est on permet à cette personne qui a quelque chose à dire, cette autorité, cet organisme, cette marque, de transmettre ces messages en lui mettant à disposition les bons outils, et en l'aidant à construire les bons discours, et on lui apporte
apportant des informations sur les marchés pour qu'il puisse comprendre, aussi écouter ce que les marchés lui disent en retour, etc. Donc ce travail-là, il existera, moi je pense qu'il existera toujours. Ouais, non, je suis d'accord. Et du coup, vraiment, je te remercie en tout cas pour toutes les informations que tu nous as prodiguées. J'espère que ça a été intéressant au plus grand nombre. Et c'est vrai que je te cite souvent en exemple parce que je te connais bien, tu es une grosse bosseuse. Et du coup, voilà, je me dis que en fait, tu es un bel exemple de réussite puisque tu es arrivé en France il y a combien de temps? Il y a 10 ans, 15 ans, vingtaine d'années, d'accord, ça a 20 ans. Et du coup, voilà, tu as créé ta société, tu crées du business, tu développes tes activités. Et du coup, voilà, je trouve que c'est hyper inspirant pour les jeunes de se dire qu'ils peuvent eux aussi partir à l'étranger, faire du business, se développer. Et que je pense on peut juste... Il faut combattre les barrières qu'on se met nous-mêmes, je pense, et je pense que tu es quelqu'un qui fonce, je pense que voilà, tu es quelqu'un qui est engagé, et c'est vraiment un exemple parce que voilà, je pense que tu es un bel exemple de réussite, et on peut dire que quand on bosse et quand on n'a pas peur, on peut faire de grandes choses. Merci. Moi, il faut le croire. Moi, j'ai envie de te croire. Voilà. Si tu le dis, c'est que tu as raison. Non, mais c'est vrai. Il faut croire en ses rêves et il faut beaucoup bosser. Et je pense qu'il y a rien qui est impossible, en fait. Ouais, merci pour l'échange. Et puis, pareil, 10 ans de travail, encore 10 devant nous. Ouais, et puis voilà. Plein de belles choses à faire. Puis en tout cas, merci beaucoup, Natalia. Et je pense que tout le monde qui a envie d'investir de nouveaux marchés, de développer du business à l'étranger ou qui est basé à l'étranger et qui souhaite se développer en Europe, je pense que chez Nelinka International, ils seront bien reçus et ils seront contents. Super. Merci. Merci, à très bientôt. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, je vous remercie. J'espère que vous avez appris des choses. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et à partager à des personnes qui pourraient être intéressées par cet épisode. Et bien sûr, abonnez-vous, il y a d'autres épisodes qui pourraient être super intéressants pour vous. Et si sur la plateforme où vous êtes actuellement, vous pouvez mettre 5 étoiles, ça nous aiderait beaucoup. Si vous souhaitez produire du contenu, être accompagné par des professionnels pour asseoir votre influence et votre autorité dans votre domaine, pour attirer plus de marques et de personnes intéressées par votre expertise, contactez-nous, on se fera un plaisir de vous accompagner et de construire votre image avec vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire directement ou à utiliser les commentaires dans YouTube. On lit tout ce que vous écrivez, donc si vous avez des suggestions sur des sujets à traiter ou des invités, on sera ravis de les étudier.